Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Le texte que nous allons examiner dans le cadre de votre commission n'est pas un texte optimiste ni un texte pessimiste, c'est un texte qui se veut réaliste. Si je résume ce texte que vous connaissez déjà bien pour laisser peut-être plus de temps à l'échange direct et aux questions, notre pays a connu une vague épidémique importante. Nous sommes montés jusqu'à 40 000 cas de Covid par jour diagnostiqués. Nous sommes montés au-delà des 6 000 patients Covid en réanimation. Il a fallu une fois de plus intervenir avec des mesures de freinage urgentes, d'abord territorialisées puis nationales, avec un effet coupe-feu sur cette vague épidémique, qui répond au même état d'esprit que celui qui avait prévalu au printemps 2020, puis à l'automne 2020 et l'hiver 2021. Des mesures proportionnées, territorialisées, puis je le disais, nationales, quand la vague est devenue inéluctable à l'échelle du pays. Nous avons adapté notre arsenal de réponse aux connaissances scientifiques, vous le savez, avec notamment la notion de moindre contamination à l'extérieur qu'à l'intérieur, ce qui nous a permis d'éviter le confinement généralisé tel que les Français avaient pu le vivre l'année dernière, néanmoins avec des restrictions fortes. Couvre-feu à 19h dans tout le pays, fermeture des commerces, anticipation des vacances scolaires. Donc des mesures qui ont été très contraignantes pour les Français, j'en conviens, et qui le restent d'ailleurs à l'heure à laquelle nous nous parlons. Nous avons pu enrayer la dynamique épidémique grâce à ces mesures de freinage. Et la descente de l'épidémie a permis au président de la République de faire des annonces aux Français pour leur donner de la visibilité dans la durée sur la stratégie de levée progressive des mesures de freinage. Pourquoi progressive? Parce que si on cessait du jour au lendemain les mesures de freinage aujourd'hui et qu'on revenait à la vie d'avant, nous sommes encore à plus de 17 000 diagnostics par jour. Il serait alors inéluctable d'avoir une réascension de l'épidémie. Mais pourquoi une réduction des mesures de freinage? Parce que nous avons toujours eu à cœur de les proportionner pour tenir compte de l'impact de ces mesures sur le quotidien des Français, leur quotidien social, économique, culturel, santé mentale évidemment. Et donc aujourd'hui, la dynamique épidémique, la saisonnalité, la vaccination intensive, bientôt 20 millions de primo-vaccinés en France, nous permettent d'envisager un avenir un peu meilleur. Et la décroissance des lits de réanimation, la décroissance des malades Covid en réanimation est une réalité. Nous sommes en dessous des 5 000 patients. C'est beaucoup, 5 000. Mais comme nous savons que la réanimation est le reflet de l'épidémie 2 à 3 semaines auparavant, et comme l'épidémie continue de décroître, nous avons toutes les raisons d'espérer que les réanimations reprendront progressivement une activité un peu plus normale, en tout cas moins intense, ce qui permettra évidemment de reprendre des soins programmés pour l'ensemble des Français qui n'ont pas le Covid et qui se sont vus différer un certain nombre de soins. Dans cette stratégie, comme l'année dernière, je vous le disais, on ne peut pas renoncer à toute mesure maintenant, ce serait beaucoup trop tôt. C'est pourquoi le gouvernement a déposé un amendement dès la première lecture visant à permettre de prolonger une mesure de couvre-feu sur la durée exclusive du mois de juin. Le président de la République a pris là aussi des engagements avec un couvre-feu qui ne pourrait être plus précoce que 21h et qui passera même à 23h avant ensuite de disparaître quoi qu'il arrive au 30 juin, puisque nous n'aurons plus la base légale de toute façon. Nous nous départissons de cette base légale du couvre-feu au-delà de juin. L'engagement aussi, c'est de ne plus avoir un confinement généralisé, puisque dans le texte qui vous est présenté, il n'y a plus cette possibilité, ce qui est une différence très importante. Néanmoins, et comme l'année dernière, le gouvernement conserve la possibilité de mettre en place des mesures de freinage qui peuvent être territorialisées. C'est l'objet d'un article, l'article 2, qui vise à permettre, sur une durée maximale de 2 mois, sans consulter le Parlement, de mettre en place un état d'urgence local sur un territoire qui ne peut excéder 10% de la population française, qui est une mesure restrictive et qui, en fait, s'appuie sur le constat que nous avons fait l'année dernière. Si vous vous souvenez bien qu'on remonte un peu dans le passé, finalement assez récent, au mois de juin dernier, alors que tout allait bien dans notre pays, en tout cas tout allait presque bien, la réémergence d'une épidémie en Mayenne, avec notamment les travailleurs, les salariés des abattoirs, qui avaient commencé à contaminer progressivement, qui se contaminaient les uns les autres, dans des conditions de précarité extrême probablement, qui avaient contaminé à qui la boulangère du village, à qui d'autres personnes qu'ils avaient croisées, faisant arriver alors une montée de cas en Mayenne qui avait nécessité une action déterminée immédiate pour éviter une vague épidémique dès le mois de juin dernier. Et puis j'invite la représentation nationale aussi à garder vraiment en tête l'idée que la France c'est la métropole, mais c'est aussi l'outre-mer, et que l'été dernier, l'hémisphère sud a été percuté de plein fouet par une vague épidémique très forte, souvenez-vous de l'Afrique du Sud notamment, qui a aussi touché des territoires ultramarins, notamment la Guyane, où je m'étais rendu en urgence avec le Premier ministre et le ministre en charge des Outre-mer, Sébastien Lecornu, et nous avions dû prendre des mesures localisées
très fortes, type couvre-feu puis confinement, pour faire face à ce qui était alors un problème sanitaire et qui aurait pu devenir un problème humanitaire si nous avions laissé filer. Et puis il y a eu le mois d'août et les Bouches-du-Rhône, où on a vu scintiller des contaminations, notamment chez les jeunes, dans les Bouches-du-Rhône, souvenez-vous, à la mi-août. Et il a fallu intervenir progressivement avec des mesures de couvre-feu partiel affectant les bars, les restaurants, et ensuite des mesures plus fortes qui n'ont pas permis néanmoins d'enrayer la reprise épidémique qui se faisait jour dans notre pays et qui ont conduit progressivement à la deuxième vague que nous avons connue ensuite à l'automne. Tout ça pour vous dire que même si la situation, et nous l'espérons et nous le considérons comme une réalité, en tout cas une très forte probabilité, est amenée à s'améliorer semaine après semaine, et l'épidémie devrait décliner, et les conditions estivales vont arriver, il va bien finir par faire beau et arrêter de pleuvoir, Monsieur le Président, alors nous pouvons envisager de retrouver beaucoup plus de sérénité par rapport à l'épidémie. Évidemment, moi je resterai une sentinelle active tout au long des mois qui vont venir, avec des interventions qui seront probablement nécessaires dans certains territoires, de manière raisonnée, mais pour ça nous avons besoin de conserver un arsenal de mesures permettant de réagir et surtout d'éviter de laisser flamber une épidémie qui redeviendrait nationale à partir d'un foyer local. Nous allons revivre des grands rassemblements et nous avons payé pour voir, et l'Europe a payé pour savoir, qu'un grand rassemblement en lui-même, si vous avez un super contaminateur, bien malgré lui, peut contaminer 100 personnes, 200 personnes, qui peuvent ensuite contaminer, le temps qu'on s'en rende compte, 2000 personnes, qui ensuite peuvent contaminer, se disséminer dans le territoire national et entraîner une vague. Et nous ne le voulons plus. Ni vous, ni nous, ni les Français surtout. Donc cette proportionnalité dans les mesures, cette capacité de réagir très vite, y compris au cœur de l'été, elle est nécessaire et c'est l'objet de ce projet de loi que je vous demandais de nous donner encore dans la loi la possibilité d'intervention. Voilà, vous savez ce qu'il n'y a pas dedans, pas de confinement, plus de couvre-feu après le mois de juin. Vous savez ce qu'il reste dedans, des possibilités d'intervenir de manière adaptée, proportionnée, territorialisée. Nous allons continuer à vacciner massivement, continuer à tester, continuer à maintenir des gestes barrières. J'espère sincèrement qu'au cœur de l'été, lorsqu'il fera beau, chaud, nous pourrons quitter le masque en extérieur. Nous verrons. J'en ai pas la certitude à l'heure à laquelle je vous parle. Vous savez que je ne fais pas de prédiction et vous pouvez me reconnaître ça, au-delà des divergences que nous pouvons avoir, c'est qu'éviter de faire d'affirmer des choses trop péremptoires sur l'évolution de l'épidémie, à parfois éviter de dire des bêtises. Et donc c'est modestement en fait que je viens devant vous en vous disant, donnez-nous encore, pendant quelques mois, la possibilité de protéger les Français, en tenant compte vraiment de l'équilibre entre les libertés qui sont majeures à conserver et les mesures de contrainte. Et puis, un autre point, j'en profite pour vous le dire, nous travaillons, et Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l'autonomie, à mes côtés, travaille d'arrache-pied pour cela, parce que je sais que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup le Sénat. J'ai vu une proposition parlementaire de loi sur la question des EHPAD, et notamment sur les droits de visite. Vous dire que la période que nous avons traversée était inédite. J'ai constaté que sur le terrain, les mesures n'étaient pas toujours proportionnées, indépendamment des protocoles sanitaires qui, eux, étaient justifiés par l'état des connaissances scientifiques lorsqu'ils ont été décidés. C'est pourquoi j'ai demandé au service du ministère de préparer une circulaire qui s'impose aux gestionnaires d'établissements sanitaires, d'EHPAD ou d'autres établissements médico-sociaux. Il n'est en effet pas nécessaire de passer par la loi pour atteindre un objectif qui me tient à cœur et qui tient à cœur de Brigitte Bourguignon, à savoir garantir une proportionnalité des mesures, ne restreindre le droit de visite que sur critères sanitaires et de faire valoir le droit des patients à être accompagnés a fortiori lorsqu'ils sont en fin de vie. Donc nous allons faire considérablement évoluer ces droits de visite et cette ouverture des EHPAD. Et la couverture vaccinale exceptionnelle atteinte dans les établissements médico-sociaux nous permet de le faire avec beaucoup plus de sérénité qu'il y a encore quelques semaines dans notre pays. Donc vous verrez, par rapport à la proposition de loi, nous irons même sans doute plus loin et de façon réglementaire, donc plus rapide. Nous vous avons entendu et nous avons entendu les Français. Merci, Monsieur le Ministre. Bien, je vais donner la parole tout d'abord à Monsieur Philippe Bas. Et puis les autres collègues qui souhaitent intervenir se signalent de façon à ce que nous puissions enchaîner ensuite. Monsieur le rapporteur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je me joins au remerciement que vous adressez notre Président de vous être libéré pour venir nous exposer les raisons et le contenu de ce projet de loi. Et je dois dire que je partage votre prudence sur la situation sanitaire telle que vous l'avez décrite et qui ne justifie pas de baisser la garde. Je remarque que les chiffres s'améliorent pour certains d'entre eux rapidement
depuis une quinzaine de jours, sous le régime de ce qui n'a pas porté le nom de reconfinement, mais qui y ressemble tout de même beaucoup, mais qu'il se situe encore à un niveau élevé. Je me suis efforcé de comparer la situation de la fin des précédents confinements avec la situation actuelle. Nous avions le 11 mai 2020 un peu plus de 10 000 nouvelles contaminations par jour. Nous avions le 15 décembre 2020 près de 12 000 nouvelles contaminations par jour. Nous avions le 9 mai 2021 presque 18 000 contaminations quotidiennes. Mais elles étaient 35 000 le 3 avril 2021. Donc c'est vrai, incontestablement, une décrue rapide du nombre quotidien de contaminations, mais un niveau qui reste aujourd'hui, pas à la date de la promulgation de la loi, mais aujourd'hui, nettement plus élevé que les contaminations quotidiennes de fin de confinement en mai 2020, en décembre 2020. On retrouve les mêmes tendances pour le nombre de patients hospitalisés et pour le nombre de patients en réanimation. Là, la tendance est encore plus forte, puisque nous sommes encore à un taux de presque 1% d'occupation des lits en réanimation, contre 0,53 en mai 2020, 0,57 en décembre 2020. Quant au taux d'incidence, il baisse lui aussi très rapidement, puisqu'il était de 411 en avril, le 3 avril 2021, et il est de 192 le 9 mai dernier. Mais 192, c'est encore un chiffre très élevé d'incidence. Donc il ne faut pas donner dans ce qu'on appelle en vieux français le wishful thinking. Je crois que cela justifie de ne pas abandonner totalement un certain nombre de mesures de contrainte, et c'est le sens de votre proposition, je le crois. Et ce que l'on peut redouter, mais je suis certain que vous serez vigilant à cet égard, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est que une fois qu'on aura diminué les mesures de contrainte qui s'appliquent actuellement, il y ait un risque de redémarrage de l'épidémie. Alors comment conjurer ce risque? Bien entendu en respectant les gestes barrières, en veillant à ce que l'abaissement du niveau de contrainte s'accompagne de mesures de responsabilité, mais aussi, sans doute, en accélérant autant que faire se peut les vaccinations. Et là, je dois dire, et je ne cherche pas à vous en faire porter la responsabilité exclusive, je sais bien que le ministre de la Santé n'a qu'une part dans la responsabilité, mais je trouve que les résultats de la France, si on les compare à des pays démocratiques d'égale richesse, n'est quand même pas très bonne. La part de la population vaccinée une première fois contre le Covid-19 est de 52% au Royaume-Uni, de 45,5% aux États-Unis, de 32% en Allemagne. Elle n'est que de 26% en France. Et par conséquent, il y a là une source d'inquiétude, parce qu'on peut se dire que l'abaissement des contraintes n'a de sens que si des mesures sont prises pour que les contaminations ne repartent pas massivement à la hausse. Et je crois que l'instrument le plus efficace qu'on ait sous la main, c'est quand même la vaccination. Donc, Monsieur le Ministre, ma première question sera celle-ci. Partagez-vous l'analyse que je viens de présenter, et quelles sont les mesures que le gouvernement peut prendre pour rattraper le retard français en matière de vaccination? La deuxième question que je voulais vous poser, je vous prie de m'en excuser à l'avance, mais elle est d'ordre juridique. Vous avez un régime qui a été créé par une loi du 23 mars 2020. Ce régime, c'est celui de l'état d'urgence sanitaire. Il n'est pas permanent, cet état d'urgence sanitaire. Il est activable cependant à tout moment par le gouvernement
Et cela, compte tenu de la loi qui a été votée en début d'année, jusqu'au 31 décembre de cette année. Alors, Monsieur le ministre, il faut assumer clairement des choix et ne pas s'inscrire dans des effets d'annonce qui relèvent plus du traitement psychologique de l'opinion que de la nécessité juridique. Vous n'avez nul besoin de créer un régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire pour exercer les contraintes qui vous paraissent justifiées du point de vue de la santé publique, puisque vous avez le régime de l'état d'urgence. Alors bien sûr, vous voulez signifier que vous ne voulez pas atteindre le point maximal, c'est-à-dire le confinement, dans les mesures de contrainte. Mais enfin, quand vous activez le régime de l'état d'urgence sanitaire, personne ne vous contraint d'utiliser les mesures de contrainte maximale. Vous avez là tous les instruments possibles. Vous pouvez les utiliser à haut régime, à moyen régime ou à bas régime. Et par conséquent, la question que je vous pose est simple. Quels sont les moyens que vous voulez mettre en œuvre et qui ne sont pas dans le régime de l'état d'urgence sanitaire? Ce qui revient à vous demander à quoi sert cette loi. Parce que si elle ne sert à rien, il ne faut pas nous la présenter. Si vous disposez dans l'état d'urgence sanitaire de tous les moyens d'action qui sont nécessaires du point de vue de la santé publique, et si votre intention n'est pas de faire un texte de pur affichage, un texte de communication, alors nous nous trouvons en face d'une sorte d'impasse. Je crois que vous n'avez pas besoin, moi, de ce texte pour mettre en œuvre une politique de décroissance progressive des mesures de contrainte dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Enfin, Monsieur le ministre, je constate une chose, c'est qu'une fois de plus, et c'est ma troisième question, les exigences d'un contrôle parlementaire intense ne sont pas respectées. C'est ainsi que vous proposez une disposition qui permette de mettre en œuvre l'état d'urgence sur une partie du territoire qui ne comporterait pas plus de 10% de la population française, avec un délai de validation par le législateur de 2 mois au lieu d'1. Nous ne voulons pas aller dans ce sens-là. Notre doctrine, elle est absolument constante depuis le départ. Nous vous disons, vous n'avez rien à craindre du Parlement. Il ne vous a jamais marchandé les moyens d'action pour faire face à la crise sanitaire. Pourquoi voulez-vous, à ce point, espacer les moments de notre rencontre qui vous permet de légitimer par l'autorisation législative les pouvoirs exceptionnels que vous voulez exercer? Nous ne voulons pas vous laisser seuls. Nous voulons que la loi vienne régulièrement vous autoriser ou non à utiliser des pouvoirs de restriction aux libertés, ce qui implique qu'à chaque fois, vous serez obligé de rendre compte à la représentation nationale de la nécessité des mesures de contrainte. Voilà les 3 points, Monsieur le ministre, que je souhaitais aborder avec vous ce matin. Merci. Peut-être Madame Di Folco qui a souhaité la parole. Merci, Président. Non, je pense retirer plutôt ma question parce que par rapport à ce que vient de poser comme question Monsieur Bas, la mienne est hors sujet. Très bien. Vous n'êtes plus d'actualité plutôt que hors sujet. Je dirais plus hors sujet que plus d'actualité. Merci. Madame de la Gontrie, et puis Madame Mercier ensuite. Merci, Monsieur le Président. Une part de mes questions ont été reprises par Philippe Bas. Et évidemment, la plus importante, plus exactement, là où vos réponses seront les plus utiles, c'est la deuxième. C'est-à-dire, moi j'ai entendu, comme vous, le Premier ministre, annoncer que désormais, il n'y aurait plus de reconfinement généralisé possible. Sauf que ce n'est pas exact. Puisqu'effectivement, depuis la loi du 23 mars, on sait... Je ne porte pas de jugement de valeur sur le fait de savoir si c'est bien ou pas. Mais il est toujours possible, par décret, de réinstaurer ces mesures. Pourquoi est-ce que je m'y arrête? C'est que je pense que là où les Français ont été à la fois extrêmement patients et assez usés,
je pense qu'il faut prendre garde, effectivement, à ne pas dire des choses qui s'avèrent en fait inexactes. Donc, et que peut-être, malheureusement, nous pourrions avoir à subir. Donc, nous rejoignons les interrogations de Philippe Bas, non pas sur à quoi sert ce texte, mais à quoi sert cette disposition. Parce qu'il y a d'autres dispositions dans le texte qui sont utiles, ou en tout cas qui sont nouvelles. Bon. Et j'y viens parce que je rejoins la question du contrôle parlementaire, les 2 mois, les 1 mois, débat d'ailleurs qui a surgi également à l'Assemblée. Mais j'ai noté votre discrétion dans votre propos liminaire concernant la question du pass sanitaire. J'utilise ce vocable J'utilise ce vocable général parce que ce que nous appelons dans un langage général le pass sanitaire est en réalité une sorte de catalogue de mesures possibles, c'est-à-dire un test négatif, une attestation de maladie de plus de 6 mois ou un vaccin. Les gens comprennent vaccin, pour faire simple. Sachant que vous avez indiqué les chiffres, mais en réalité, il est toujours extrêmement difficile d'accéder simplement au vaccin et que par ailleurs, en dessous d'un certain âge, dont fort heureusement pour beaucoup d'entre nous, en tout cas les sénateurs, nous l'avons dépassé. Non, Muriel, pas toi. Mais en tout cas, voilà, pour toutes les générations jeunes ou très jeunes, c'est totalement impossible. Et ce vaccin, donc ce pass sanitaire qui va être en vigueur donc très prochainement, va de fait créer une situation... bon. Mais si je souhaiterais que vous puissiez développer sur le pass sanitaire, c'est que globalement, les positions sont les suivantes. Les gens qui sont radicalement contre le principe d'un pass sanitaire. Bien. Et puis, il y a ceux qui considèrent que, ma foi, c'est mieux que si c'était pire et qu'un pass sanitaire permettrait de reprendre certaines activités, etc. Sauf que votre texte n'est pas très précis. Il dit des choses, des grands événements, etc., mais ce n'est pas suffisamment encadré. Donc, qu'en est-il à ce stade de la question de la jauge, de la question du champ, de la question de la durée et de la question de la date d'application ? Parce que, évidemment, de tout cela dépendra, me semble-t-il, à la fois nos positions, mais l'appréhension par les Français, dans les 2 sens du terme d'ailleurs, de ce dispositif. Madame Mercier, puis ensuite je donnerai la parole à Monsieur le ministre, puis on reprendra une série de questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, ma question par rapport à celle de Monsieur le questeur ou de ma collègue va être beaucoup plus pratique. Voilà, nous avons des patients à domicile qui sont GIR 1. Donc je vous explique, GIR 1, c'est le degré de dépendance le plus élevé. Ce sont vraiment des patients grabataires pour lesquels la famille se bat du matin au soir et grâce à cette efficacité collégiale, il y a des parcours victorieux. C'est-à-dire que ces patients accumulent les grandes misères et finalement, ils s'en sortent très très bien. On leur doit le respect, on leur doit surtout la vaccination. Alors, la sécurité sociale harcèle les tuteurs en disant il faut vacciner ces personnes fragiles, voyons. Emmenez-les au vaccinodrome. Ah, très bien, je rappelle qu'ils sont grabataires. Emmenez-les dans le vaccibus quand il y a le département qui fait. C'est absolument impossible. Et cerise sur le gâteau, on leur dit mais enfin rapprochez-vous de votre médecin traitant. On est au milieu de territoires ruraux, le médecin traitant n'a absolument pas les vaccins à sa disposition, ce n'est pas possible. Donc je voudrais vous demander, Monsieur le ministre, s'il ne serait pas possible d'être inventif et créateur. On a une pandémie, il faut inventer des choses, il faut être pratique. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte qu'il y ait des sortes de voltigeurs vaccineurs avec une géolocalisation, parce que ce sont des patients, ils ne sont pas très nombreux, mais c'est très important qu'ils soient reconnus. On voit où ils sont, puis allez hop, en voiture Simone, on les vaccine. Madame Mercier, vous avez la parole à Monsieur le ministre, puis après il y a encore 3 inscrits pour les questions. Pardon ? Vous pourriez m'excuser, Monsieur le Président, mais j'avais exactement la même question, Madame Mercier, mais pour les EHPAD. C'est pour ça que je me permets de poser de m'y rajouter, car aujourd'hui, il y a des nouveaux entrants en EHPAD et on ne vient plus les vacciner dans les EHPAD, on leur demande d'aller dans les vaccinodromes. Ça pose les mêmes problèmes. Merci. Monsieur le ministre. Bien, d'abord je vais répondre aux interrogations, aux remarques de Philippe Bas, le rapporteur. La différence entre 2020 et 2021, oui, elle est numéraire en nombre de contaminations. Alors attention, le 19 mai, qui sera une étape importante, nous ne serons plus à 17 000 contaminations.
à un régime, si je fais le calcul avec vous, si on est à 17 000 ou 16 000, admettons, et qu'on a une baisse de 25% hebdomadaire, dans une semaine, on sera à 12. Donc au même niveau qu'en octobre. Et sur une bonne dynamique de descente. L'autre grande différence, c'est qu'on fait beaucoup plus de tests qu'il y a un an. Puisqu'on fait entre 2 et 3 millions de tests par semaine. Et donc plus on teste, plus on trouve. On l'a bien vu quand il y a eu les vacances de Noël, et on a fait un dépistage massif, et ça fait augmenter le taux d'asymptomatiques. On teste massivement plus. Je crois qu'en mai dernier, nous devions faire peut-être quelques 100 000 ou 200 000 tests hebdomadaires. Nous sommes à peut-être 10 fois plus, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je pense que ça doit être dans ces eaux-là. Donc probablement qu'en niveau de contamination, en réalité, si je prends un autre exemple, c'est l'Allemagne. Nous étions très haut par rapport à l'Allemagne il y a encore 3 semaines. Aujourd'hui, l'Allemagne est à 16 000 contaminations jour. Nous sommes donc factuellement un peu au-dessus d'eux, parce que nous sommes en plus nombreux. On fait deux fois et demi plus de tests qu'eux, aux dernières données. Ça a pu bouger, mais en gros, on teste beaucoup plus qu'eux. Donc il est même possible qu'en réalité, ils aient un niveau épidémique qui soit désormais supérieur au nôtre. Et puis l'autre donnée fondamentale qui a changé la donne, c'est la vaccination. La mortalité a chuté, et c'est tant mieux, notamment la mortalité des personnes les plus fragiles, les plus âgées, et donc à niveau de contamination identique, l'impact sanitaire est moindre, ce qui nous permet d'envisager les choses. Et puis ce qui m'intéresse moi, c'est qu'on reprenne pleinement possession de notre testé, alerté, protégé, qu'on soit pleinement efficace, et d'ici au 19 mai, nous aurons retrouvé un niveau de circulation du virus qui nous permettra de reprendre le contrôle sur chaque contamination. Sur la vaccination, alors là, je pense qu'on pourrait faire des tests de médecine passionnantes sur les comparaisons internationales de taux de couverture de population selon les indicateurs qu'on prend. Et chacun peut choisir l'indicateur qui lui plaît de manière à mettre en valeur ou en difficulté l'État qui est en charge de la campagne vaccinale. Alors, il y a 2 faits pour lesquels vous avez évidemment raison. C'est d'ailleurs les 2 seuls pays d'ampleur. Vous avez Israël, mais qui a une population plus restreinte et des conditions particulières, mais c'est les États-Unis et l'Angleterre qui ont un taux de couverture vaccinale factuellement plus élevé que le nôtre, et d'ailleurs que toute l'Europe. Avec quelques divergences qui fait que nous verrons ce que cela donne. C'était de la quasiment mono-vaccination en Angleterre, et les deuxièmes injections ont été très retardées, et donc les scientifiques ne savent pas encore précisément si cela correspond pleinement à une vaccination efficace dans la durée. Nous verrons, c'est tout le mal que je souhaite aux Anglais, évidemment, et j'ai vu qu'hier, ils ont eu une journée sans décès, pour la première fois, donc il y a des raisons de penser que leur stratégie peut être payante, mais encore une fois, c'est à la fin de la campagne vaccinale qu'on compte les vies sauvées. Ensuite, les indicateurs. Moi, si je prenais un indicateur, vous allez dire c'est parce que ça m'arrange, mais je vous dirais, comparons ce qui est comparable. Figurez-vous que la natalité n'est pas la même en France et en Allemagne. Figurez-vous que nous n'avons aujourd'hui que la possibilité de vacciner les populations adultes, au-dessus de 18 ans, sauf l'exception des 16-18 ans très immunodéprimés. Et que si je fais donc un ratio du nombre de doses de vaccins injectés, première et deuxième injection, pour 100 habitants chez la population adulte, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable, vous avez raison de dire que l'Allemagne est un peu devant la France. Enfin, elle était à 50,1 injections pour 100 habitants, population adulte, quand nous sommes quasiment à 49, ce qui ne fait pas un écart majeur. Et j'ajoute que l'Italie était à 47 et l'Espagne est comme nous à 49. Donc au fond, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous avez tous les pays européens qui ont commandé des vaccins au prorata de leur population, que tous les pays européens ont mis des stratégies de vaccination intensives et que tous les pays européens arrivent à vacciner de manière intensive, et c'est tant mieux. Si je donne une autre comparaison, c'est le pourcentage d'utilisation des vaccins livrés. En France, nous sommes en moyenne à 92% d'utilisation du vaccin Pfizer. L'Espagne est à 93%, l'Italie 92,5%, l'Allemagne est à 89%. Vous voyez qu'on utilise de la même manière les vaccins Pfizer. Sur le Moderna, la France est à 76% après livraison. On est au-dessus avant livraison. L'Italie est à 75%, l'Espagne à 66% et l'Allemagne à 60%. Là, on a un écart, on utilise mieux le Moderna que les autres pays. Et par contre, en AstraZeneca, la France a pris une grosse livraison de 2 millions de doses, donc ça va s'améliorer, on va remonter, on est à 55% d'utilisation de l'Astra, quand l'Espagne est à 83% et l'Allemagne à 82%. Qu'est-ce qui se passe ? L'Espagne convoque les personnes âgées de 60 ans et plus en centre de vaccination sans leur dire quel vaccin ils auront. Et les vaccine indistinctement en vaccin ARN messager ou en vaccin adénovirus. Ce n'est pas le choix qu'on a fait en France. Pas de choix qu'on a fait en France. L'Allemagne, dans 3 régions différentes, a ouvert, en dehors des recommandations internationales, la vaccination aux populations jeunes, inférieures à 55 ans, en AstraZeneca, en signant un consentement. J'ai saisi les autorités sanitaires, vous le savez. Le professeur Alain Fischer s'est prononcé contre.
La Haute Autorité de Santé n'a pas encore rendu ses conclusions, mais de ce que j'ai cru comprendre, le sujet n'est pas très bien engagé, ce qui, là aussi, évidemment, réduit les capacités à vacciner et à utiliser nos stocks d'Astra, ce qui a pu créer un peu de différence qui a tendance à se creuser. Sur la vaccination des patients, Madame la sénatrice, très âgés, vous avez dit grabataire, GIR 1 au domicile. Sachez qu'il y a des solutions opérationnelles qui existent, et la situation que vous décrivez doit trouver une solution dans la mesure où vous avez quelques dizaines de milliers d'infirmières et d'infirmiers libéraux qui ont commandé et qui se sont fait livrer du vaccin AstraZeneca ou du vaccin monodose Janssen, JNJ, dans le but de vacciner ces populations à leur domicile. Parce que qui dit patient âgé, grabataire, domicile, dit forcément passage d'un infirmier au domicile. Et qui dit passage infirmier au domicile, dit forcément un infirmier qui est doté de stock de vaccins AstraZeneca et Janssen. Ils en ont tous, quasiment. Ceux qui les ont commandés. Ils n'ont pas utilisé tous les vaccins, et on leur a proposé d'en recommander d'ailleurs, parce que c'est quelque chose d'utile. L'autre chose, ce sont les équipes mobiles, y compris avec des médecins, pour des patients qui devraient bénéficier de vaccins en ARN messager, etc. Donc tout s'est mis en place dans les territoires, donc il peut y avoir des situations évidemment qui ne trouvent pas de solution et c'est regrettable, mais croyez-moi, l'ensemble des acteurs, des effecteurs du système de santé sont mobilisés pour vacciner au domicile. Songez une seconde qu'on a mobilisé la CNAM avec des centaines et des centaines d'équivalents temps plein dans le seul objectif d'appeler toutes les personnes âgées qui n'ont pas encore été vaccinées pour leur dire on a une place pour vous, on vous inscrit. La démarche d'aller vers, elle est totale et les collectivités ont été partenaires depuis le début en la matière. Troisième point, sur le Parlement. D'abord, monsieur le rapporteur, on a déjà eu des divergences sur ce sujet, on les conserve et l'issue du débat me semble être prédestinée à être la même, mais c'est ainsi et ça n'empêche pas de débat. C'est le 8e texte sur l'état d'urgence sanitaire qui montre le poids que le gouvernement accorde au Parlement sur ces questions-là. 8e texte, cherchez un pays européen qui a présenté 8 textes sur l'état d'urgence sanitaire en l'espace de 15 mois. Et c'est tout à fait normal. Le gouvernement ne demande pas de pouvoir dont il n'a pas besoin, ce serait une nouvelle prorogation de l'état d'urgence. Et ce n'est pas ce que nous faisons. Le régime de sortie, ce n'est pas une invention, il a été voté par le Parlement en 2020 et il est plus restrictif que le régime d'état d'urgence sanitaire. Et quant au Conseil d'État, il n'a pas douté de l'utilité et de la pertinence de ce régime et il ne se prononce qu'en droit. Ce que je ne comprends pas, monsieur le sénateur, en écoutant votre intervention, enfin, moi qui suis beaucoup moins expert que vous en légistique, je me demande s'il n'est pas un tout petit peu antinomique de dire dans le même mouvement qu'on n'avait pas besoin de la loi pour agir et qu'on pouvait passer par voie réglementaire, et dans le même mouvement déplorer le manque de contrôle parlementaire. C'est-à-dire que le choix que nous faisons de passer par un texte, c'est justement pour passer devant le Parlement en prenant toutes les garanties et en normant dans la durée les mesures que nous pourrions être amenés à prendre s'il était nécessaire de le faire, de manière à éviter de recourir à l'arrêté 3131-2, que je peux effectivement actionner en situation de crise sanitaire, mais pour le coup, qui échappe bien davantage au contrôle parlementaire et dont nous avons débattu déjà à l'envi du côté instable qu'il donnait aux mesures que nous pourrions prendre dans la durée. Et enfin, pardon, pour le pass sanitaire, c'est totalement vrai. Je pense que j'ai fait un acte manqué, mais il faut dire que j'ai débattu de cette question jusque très tard cette nuit à l'Assemblée nationale. J'avais eu l'occasion de m'exprimer, et vous savez, mon opposition de principe à l'usage d'un pass sanitaire pour des activités de la vie courante, telles que manger au restaurant, enfin des activités, je ne suis pas sûr que ce soit très courant pour tous les Français d'aller au restaurant, mais vous avez compris ce que je voulais dire. En revanche, pour les lieux qui concentrent une forte population, un fort brassage, là, le pass sanitaire prend son sens. D'abord, je note que l'adhésion des Français est de plus en plus forte à cette idée, 67% des Français dans une enquête d'opinion hier. Je note que certains pays ont fait le choix, comme nous, assez mesuré, modéré, de limiter le pass sanitaire à des grands événements. C'est le cas des pays du sud de l'Europe, l'Espagne, l'Italie par exemple. Certains pays du nord de l'Europe et également l'Allemagne, eux, sont déterminés à aller bien au-delà. Et notamment les pays nordiques utilisent et on vise à utiliser le pass sanitaire pour des restaurants ou pour aller au cinéma ou pour des actes beaucoup plus réguliers dans la vie de leur population. Le pass sanitaire, il n'est pas que vaccinal, madame la sénatrice, non. Le pass sanitaire est vaccinal si vous êtes vacciné. Sinon, il passe ou par un certificat de rétablissement ou par un test de moins de 48 heures. Et au fond, ce que ça signifie, le pass sanitaire, c'est d'éviter à des gens qui sont déjà vaccinés et protégés, et solidement protégés, la contrainte de devoir passer un test PCR ou antigénique alors que ça ne servirait pas. Il s'inscrit dans la démarche européenne d'avoir un pass voyage pour pouvoir
passer d'un État à un autre, ça c'était l'essentiel, et l'amendement gouvernemental permet de l'étendre effectivement à certaines situations très circonscrites. Nous en avons débattu hier longuement à l'Assemblée nationale. J'ai dit que l'indication très forte que nous donnions, c'était que nous ne souhaitions pas utiliser un pass sanitaire pour des événements supérieurs à 1000 personnes, et suite à l'intervention inférieure à 1000 personnes, pardon. Et suite à l'intervention du Premier ministre, j'ai pu clarifier hier avec une situation pratique. Prenons le cas d'un théâtre, par exemple. À compter du 19 mai, les théâtres seront accessibles jusqu'à 800 spectateurs avec un tiers de jauge, 35% de la jauge, sans passe sanitaire. À compter du 9 juin, ce sera 65% de la jauge jusqu'à 5000 spectateurs. Et au-dessus de 1000 spectateurs, il faudra un pass sanitaire. En dessous, il ne sera pas nécessaire. Et à compter du 30 juin, il faudra, si le théâtre fait plus de 1000 spectateurs, un pass sanitaire. S'il en fait moins de 1000 spectateurs, il n'y aura pas besoin du pass sanitaire et il n'y aura plus de notion de jauge. Donc vous voyez, nous avons clarifié les choses. C'est dans l'intervention qui a été faite par le Premier ministre. Et, Madame la sénatrice, alors là, vous touchez du doigt un point important. Autant je peux parfaitement comprendre qu'il faille que le gouvernement s'engage devant vous en vous donnant des indications très précises sur l'usage que nous ferons de ce pass sanitaire. Autant, Madame la sénatrice, inscrire dans le dur de la loi des jauges, des pourcentages, des sites particuliers, c'est nous lier pieds et poings pour les mois à venir. Et moi, je ne suis pas capable de vous dire quel est l'état des connaissances scientifiques dans 3 mois sur la question, quel aura été l'impact de la couverture vaccinale sur la diffusion du virus, quel sera l'impact visible de la réouverture avec passe sanitaire dans les ERP concernés, quelle sera l'expertise que nous pourrons apprendre de l'étranger. Et s'il nous fallait inscrire, non pas dans le décret, mais dans la loi, dans le dur de la loi, tous ces chiffres-là, nous ne pourrions pas le faire évoluer. Et je vous garantis, Madame la sénatrice, que ce serait contre-productif. En tout cas, il y aurait des risques importants que ça le soit, parce que nous ne pourrions pas, dans ce cas-là, faire évoluer un outil qui pourrait demander à évoluer, et que les Français, à mon avis, seraient nombreux à nous demander de faire évoluer. Donc ce que nous avons fait, c'est des jauges indicatives très fortes, avec un engagement, et le Premier ministre est engagé dans des interventions dans la presse, et vous avez des tableaux qui sont honnêtement hyper précis, par catégorie de RP, par date, en fonction des jauges et du nombre de participants. Et nous avons aussi pris des engagements qui fait que ce qui n'est pas dans la loi ne sera pas effectif. Donc nous avons cantonné le pass sanitaire à certains grands événements tels que les salons ou les très grands événements culturels de type festival, excluant de fait le recours au pass sanitaire dans les cinémas ou dans les restaurants, etc. etc. Enfin, surtout dans les restaurants en l'occurrence. Voilà ce que je voulais vous répondre sur cette question du pass, mais vous aurez l'occasion évidemment d'en débattre. C'est un sujet de débat qui est à la fois passionnant et très engageant pour le quotidien des Français dans les mois à venir. Merci, Monsieur le ministre. Encore 3 intervenants. Madame Boyer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je crois qu'on n'est pas là pour remettre en cause la gravité de la situation et de la pandémie, puisqu'on est à 100 000 morts, ni même des difficultés de la vaccination. Mais je vous écoutais attentivement et je dois vous dire que je n'ai pas bien compris comment les choses pouvaient se mettre en place de façon très concrète. Passeport, déjà, cette différence de vocabulaire, je ne la comprends pas. Ensuite, comment ces choses vont-elles se matérialiser tout à fait concrètement? Vous avez parlé de jauge, d'accord, mais qui va vérifier? Comment ça va se passer physiquement? Est-ce que nous allons présenter un document? Quel type de document? Est-ce que c'est une attestation, comme quand on va à l'étranger? Et moi, je reviens de l'étranger, j'étais en Arménie, et à mon retour, donc j'avais fait des tests sur place pour pouvoir revenir. Et à l'aéroport, ce qu'on a vérifié, c'était mon attestation de départ, pas mon attestation que j'avais fait en Arménie pour pouvoir avoir un test de moins de 72 heures, alors même que je suis vaccinée et que j'ai été malade. Donc toutes ces questions-là, Monsieur le ministre, je suis désolée, mais pour moi, elles ne sont pas claires. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, personnellement, je pense que même si vous êtes passé souvent devant le Parlement, je trouve que c'est quelque chose qui ressemble et qui est tout à fait conforme à nos institutions. Et le fait qu'on puisse se voir tous les 3 mois pour voir, comme vous venez de le dire, l'évolution de la crise, non seulement ne me choque pas, mais me rassure sur la démocratie. Je rappelle toutes les difficultés que nous avons pu avoir et aussi des choses contradictoires comme interdire les footings sur la plage, les promenades en forêt, verbaliser des personnes âgées qui allaient à la boulangerie, etc. Donc
ces questions-là, moi, je n'arrive pas à voir comment concrètement nous allons vivre dans les semaines qui arrivent et sûrement, quelle autorité, pour que nous puissions nous rendre dans tous les endroits que vous dites, va nous demander des documents et lesquels et sous quelle forme. Merci. Madame Di Folco, finalement. Oui, parce que c'est moins hors sujet que tout à l'heure. Parce qu'en fait, c'est un petit peu en marge du projet de loi et je m'adresse au ministre de la Santé, mais peut-être aussi plus aux professionnels de santé que vous êtes. Vous avez été alerté par les professionnels du langage, les orthophonistes, etc., sur les effets que peut avoir le port du masque chez les jeunes enfants et aussi chez les professionnels qui s'occupent de ces jeunes enfants, qu'ils soient en crèche, en école maternelle, en accueil de loisirs, etc., sur le développement du langage, sur les conséquences de leur apprentissage, etc. Donc, je voulais savoir si vous aviez une réponse concrète à leur apporter, peut-être dans le cadre de ce desserrement des mesures. Vous l'avez évoqué vous-même tout à l'heure à la fin de votre propos. Peut-être serons-nous démasqués en public prochainement, mais peut-être ne faut-il pas attendre d'analyser les conséquences graves sur le port du masque pour ces jeunes enfants et peut-être prendre des mesures rapidement, d'autant que vous l'avez dit, la vaccination augmente et peut-être en vaccinant les professionnels de santé, peut-être pouvons-nous satisfaire à cette alerte. Je pense que c'est une alerte de professionnels, vous pouvez y être sensible. Je vous remercie. Merci Madame Di Folco. Monsieur Bas. Merci, Monsieur le Président. Pardon d'avoir redemandé la parole, mais je veux d'abord donner acte au ministre de sa réponse sur les comparaisons européennes en matière de vaccination. Je trouve intéressant, en effet, de prendre en compte la différence de proportion des adultes dans une population donnée pour apprécier l'efficacité du dispositif de vaccination. Je veux aussi, non pas vous poser une question, mais répondre à celle que vous m'avez posée, Monsieur le Ministre. Non, il n'y a pas de contradiction dans ma position qui consiste à réclamer une fréquence plus grande du vote du Parlement sur un texte de loi vous autorisant à exercer des pouvoirs exceptionnels pendant la crise sanitaire. Et le refus d'admettre sans inventaire la nécessité d'un texte créant un régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire. Une loi, nous devons en avoir une de toute façon, puisque au 1er juin, les pouvoirs que vous avez obtenus au début de l'année tombent s'ils ne sont pas prolongés par un vote du Parlement. Et donc la question n'est pas de savoir s'il y a une loi ou pas, mais quelle loi va-t-on faire? Et la seule chose que j'ai indiquée, c'est qu'il me semble, qui peut le plus, peut le moins, qu'il suffit de prolonger l'état d'urgence sanitaire et pour cela d'obtenir l'autorisation législative de le faire pour exercer l'intégralité des pouvoirs que vous nous demandez sous la forme d'un régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire. Il n'y a pas besoin d'un régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire. Il vous appartient, si vous demandez l'autorisation de prolonger l'état d'urgence sanitaire, de n'utiliser que ceux des moyens qui sont strictement nécessaires compte tenu de la situation de l'épidémie pour progressivement relâcher les contraintes. Là, vous aurez tout en même temps. Un dispositif que vous nous demandez d'adopter, plus le dispositif activable à tout moment, permettant d'aller jusqu'au reconfinement de l'état d'urgence sanitaire. Bretelles et ceinture. Je me demande pourquoi vous faites ça. Et je ne vois pas d'autre raison qu'une raison qui consiste à essayer d'entretenir un plus grand optimisme de la population française. Si c'est le cas, eh bien, je ne vous le reprocherai pas, mais dites-le carrément, il n'y a pas de nécessité juridique de prendre ce texte tel que vous nous le présentez. Merci, M. Bas. M. Jean-Yves Lecomte, puis ensuite M. Le Rudulier, puis le ministre répondra. Oui, merci, Monsieur le Président. Trois sujets. D'abord, un sujet, Monsieur le Ministre, qui est une question à la fois pour vous et aussi pour notre rapporteur. Beaucoup de privations, de contraintes qui sont imposées aux Français sont éventuellement contestées par les Français devant le Conseil d'État. Le gouvernement présente des mémoires à chaque fois qu'une requête est déposée. Nous n'avons pas accès à ces mémoires qui pourtant sont quand même essentielles pour savoir quelle est la position du gouvernement et la manière dont il utilise les dispositions que le Parlement lui donne pour finalement cadrer les contraintes qui sont données aux Français.
Et par exemple, fin du mois de mars, vous avez au Conseil d'État présenté un mémoire qui dit « L'efficacité des vaccins n'est que partielle, le vaccin ne les empêche pas de transmettre le virus aux tiers », et un certain nombre de positions qui sont quand même assez préoccupantes par rapport à la position que vous avez aujourd'hui sur le pass vaccinal. Donc d'abord une interpellation auprès de notre rapporteur. Il est essentiel que si nous continuons à donner des autorisations particulières au gouvernement, nous puissions aussi savoir comment le gouvernement les utilise face au Conseil d'État, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Et la question, Monsieur le Ministre, que je vous pose, c'est par rapport à ce mémoire qui date de fin mars, alors que j'imagine que déjà le projet que vous nous présentez aujourd'hui était en gestation, avec en particulier l'idée de passe sanitaire qui circulait déjà dans la Commission européenne. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ce décalage entre les arguments que vous présentez pour rejeter des requêtes de citoyens et en même temps, vous savez parfaitement qu'au niveau de la Commission européenne et dans vos services, vous travaillez sur des éléments qui mettent en place un pass sanitaire. Deuxièmement, question essentielle par rapport à ce pass sanitaire, beaucoup de pays européens sont tout à fait favorables à élargir le pass à l'ensemble des vaccins, soit parce qu'ils ont utilisé des vaccins qui ne sont pas aujourd'hui homologués par l'Union européenne, soit parce qu'ils veulent avoir un maximum de touristes. Comment est-ce que vous allez gérer cette différence ? Et troisième question, vous savez, il y a les élections consulaires pour les Français de l'étranger qui vont se tenir fin mai. Je vais pas vous poser de questions très précises sur l'amendement qu'a déposé le gouvernement hier, mais quand même une inquiétude. Pour les élections départementales et régionales, l'ensemble des bureaux de vote pourront être vaccinés. Nous avons, pour ce qui concerne les Français de l'étranger, énormément d'inquiétudes sur le droit de retrait que pourraient utiliser les fonctionnaires compte tenu du fait qu'ils ne sont pas vaccinés à l'étranger. Est-ce que ils ne sont pas toujours vaccinés et que compte tenu de cela, ils pourraient faire valoir leur droit de retrait? C'est même inscrit dans l'amendement que le gouvernement a déposé hier au Parlement. Est-ce que vous considérez que vous n'avez pas le temps, en 3 semaines, d'acheminer suffisamment de vaccins pour que les personnes qui tiennent les bureaux de vote puissent être vaccinées? Merci, Monsieur le Comté. Enfin, Monsieur Le Rudulier. Oui, merci, Monsieur le Président. Ma question sera relative au confinement local. Effectivement, il y a une recherche d'un juste équilibre entre la nécessité et la nécessaire sécurité sanitaire et la reconquête, en fait, d'un certain nombre de nos libertés collectives ou individuelles. Mais quand on regarde ce chiffre de 10% de la population nationale, ça peut correspondre à 1, voire 2 régions de France. Alors ma question est la suivante, elle est assez simple. Quelles ont été les motivations pour atteindre et nous proposer ce seuil de 10% de la population nationale qui est quand même loin de la notion de territorialisation des mesures qui vous avait été proposée notamment par le Sénat dans le cadre de la crise sanitaire il y a quelques mois. Merci. Eh bien, je vais donner la parole à Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Oui. Beaucoup de questions, Monsieur le Président. Oui, je sais. Il y a même des questions... les questions collent. J'appellerais bien un ami, ou je serais bien 50-50 sur la question de la vaccination des assesseurs des élections consulaires. Je ne suis pas certain qu'effectivement il soit dans nos prérogatives d'acheminer des vaccins en 3 semaines aux 4 coins du monde pour vacciner les assesseurs. Écoutez, je vous avoue volonté que je n'ai pas la réponse à cette question qui relève davantage du ministère de l'Intérieur et peut-être du Quai, mais je relayerai cette question et on vous fera une réponse. Je préfère ne pas vous dire de bêtises. Il m'est arrivé une fois de dire une bêtise au Sénat, je l'ai payé pendant 3 mois, donc je vais... Mais ça coûte cher ici, ça coûte cher. Parce que, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est ici un cadre feutré, très agréable, où on arrive à prendre le temps d'exprimer les choses. On n'est pas ici dans le côté abrupt d'un plateau de télévision ou dans le côté très oppressant parfois d'un hémicycle, et donc vous arrivez à tirer un peu plus de verre au nez de l'exécutif quand vous nous faites venir ici, et donc il faut faire attention, et j'ai appris à être encore plus vigilant. Sur la question des vaccins reconnus, ça relève d'un règlement européen qui est lui-même fondé sur les reconnaissances des vaccins par les autorités sanitaires européennes.
je ne trouve pas ça illogique que l'Europe, au sein de l'Union, au sein de l'espace Schengen, refuse de reconnaître au type du pass vaccinal des gens qui sont vaccinés avec des vaccins qui n'ont pas eu de reconnaissance tacite par les autorités sanitaires européennes. Ça ne veut pas dire que les vaccins ne marchent pas, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas encore été validés comme tels, et donc il y a encore des interrogations. Ou parce que, d'ailleurs, il n'y a pas eu de processus de validation déposé, ou parce qu'il y a effectivement des interrogations scientifiques. Il y a quelques exemples, là, actuellement. Je prends l'exemple des Seychelles, par exemple, où la population, bien que très vaccinée, fait face à une nouvelle vague. Ils ont été vaccinés avec le vaccin chinois, me semble-t-il, ou le russe. Enfin, un vaccin adénovirus qui n'a pas encore été validé en Europe. Donc, il faut rester prudent et suivre ces recos, et ça relève vraiment du règlement européen. Sur la question, à nouveau légistique, j'entends parfaitement les arguments du rapporteur Bas. C'est un débat que nous avons déjà eu. Et on aurait pu effectivement se poser, on s'est sans doute posé la question de savoir s'il ne fallait pas mieux proroger l'état d'urgence sanitaire. Ça aurait pu être une option plutôt que de passer à un régime de sortie. Écoutez, les mesures de sortie de l'état d'urgence sanitaire, ont le mérite de nous sortir de l'état d'urgence sanitaire. C'est une litote, mais qui veut quand même dire ce qu'elle veut dire pour les Français. Et pour un certain nombre de parlementaires, je peux vous le dire, pour avoir passé quelques heures dans un autre hémicycle hier soir. Et par ailleurs, ça a plutôt tendance à réduire nos pouvoirs qu'à les maintenir très élevés. Et ça ne renie en rien la nécessité absolue de repasser devant le Parlement à échéance régulière. Je veux dire, chaque fois qu'il y aura besoin, je ne peux pas imaginer que s'il y avait une reprise épidémique avec nécessité de redéclencher des choses, je ne serais pas amené à me représenter devant vous d'une manière ou d'une autre. Non, toute la question, et c'est aussi la notion de l'enjeu du 31 octobre versus fin septembre qui a été débattu hier à l'Assemblée. Pourquoi est-ce qu'on va jusqu'au 31 octobre ? Donner de la visibilité aux acteurs, ne serait-ce que sur aux acteurs économiques, sur le maintien des aides au-delà de la rentrée. Peut-être éviter que le premier texte de loi à la rentrée de septembre soit la prononciation d'un état d'urgence sanitaire ou de mesures dérogatoires de sortie prolongées si la situation sanitaire n'était pas complètement établie. Éviter de devoir peut-être prendre le risque de convoquer, oui, vous allez me dire que vous pouvez bien sûr, mais convoquer le Parlement à tout moment au cœur du mois d'août. Honnêtement, quelle est la contrepartie, la prolongation d'un mois de mesures dont nous n'aurons peut-être pas besoin. Mais moi, je l'ai dit hier à l'Assemblée nationale, je le dis bien volontiers devant vous, s'il faut revenir en septembre pour un débat parce que nous aurions besoin d'utiliser des mesures encore au mois d'octobre, que c'était la queue de comète de l'épidémie, je le ferai bien volontiers. Mais juste, je voudrais éviter qu'on soit complètement désarmé si la situation devait l'exiger. Sur les ordonnances du Conseil d'État, en fait, l'argumentation du Gouv, elle est reproduite dans tous les comptes rendus du Conseil d'État, monsieur le sénateur, ce qui fait que vous avez accès à tous les arguments du Conseil. Les arguments sont strictement les mêmes. Je ne vois pas, vous avez un papier qui est gribouillé. C'est pas le mémoire lui-même, mais les conclusions du Conseil d'État reprennent tous les arguments du gouvernement. Et vous avez, les arguments scientifiques sont toujours les mêmes. Alors après, vous avez toujours peut-être la possibilité en droit d'utiliser les mêmes arguments scientifiques, mais de manière différente. C'est peut-être ça qui peut troubler. Mais au fond, le sujet est exactement le même. Et le sujet de préoccupation du gouvernement reste évidemment le même. Trouver la juste proportion entre les mesures de freinage et le maintien des libertés pour les Français. Pour Valérie Boyer, Madame la sénatrice, c'est l'exploitant qui a charge de vérifier et de contrôler. D'ailleurs, exactement comme les compagnies de transport. En pratique, il y aura une douchette, vous savez, qui est capable de lire les QR codes. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà vaccinés. Moi, je l'ai fait. J'ai eu ma deuxième dose la semaine dernière. Dès que j'ai fini ma vaccination, on m'a donné un document de l'assurance maladie imprimé, ce qui m'a permis de cliquer avec mon tous anti-Covid. Et à partir de mon tous anti-Covid, j'ai réussi à avoir dans tous anti-Covid mon carnet. Et là, j'ai ça. Vous avez un QR code qui vous permet, hop, je rentre dans un lieu, il y a la douchette, tac, ça valide, c'est bon. Ça ne dit pas d'ailleurs si je suis vacciné ou si j'ai un PCR négatif, ça dit juste vert ou rouge. C'est comme les baskets en boîte de nuit, quoi. Si c'est vert, je peux rentrer parce que ça veut dire que je suis protégé et qu'il n'y a pas de difficulté. Donc c'est la charge des exploitants de vérifier que les protocoles soient appliqués, de la même manière que c'est les exploitants qui vérifient le protocole sanitaire aujourd'hui. Croyez-moi, ça fonctionne, c'est quelque chose qui est simple, qui a été expérimenté dans les transports, notamment à destination de la Corse et de certains territoires ultramarins, avec un taux d'adhésion de la population qui a été phénoménal et des retours d'expérience qui ont été faits avec des sondages, des enquêtes qui montrent que c'était pour les gens extrêmement clair. Enfin, deux autres questions sur les 10%. Alors 10%, ça nous empêche de faire toute l'Île-de-France. Donc ça limite quand même en termes de territoire. Inférieur à 10%,
rapidement, à l'échelle des régions, on est vite en outre-mer, donc il y avait peut-être aussi un petit côté stigmatisant pour le territoire ultramarin. 10% nous garantit aussi de pouvoir confiner, à l'exception de l'Île-de-France, une région française, si c'était pas confiné, de mettre en place un état d'urgence local, si vraiment c'était nécessaire à l'échelle d'une région. Nous n'espérons évidemment pas, 1, en avoir besoin, 2, monter à 10% de la population. Mais c'est comme pour tout seuil. Vous déterminez un seuil parce que vous tenez compte d'arguments et on peut toujours vous donner des arguments contraires. Donc. Et enfin, la question sur l'orthophonie et les masques, c'est une bonne question, alors qui ne relève peut-être pas du débat aujourd'hui actuel, mais le neurologue que je suis, évidemment, est très sensible à cet enjeu de l'impact que pourrait avoir le port du masque chez des enfants en développement en matière de troubles 10. Donc tout cela est travaillé par les autorités compétentes, sanitaires, scientifiques, avec des procédures et puis des enquêtes qui sont menées aussi en vie réelle pour regarder si oui ou non il y a un impact. Il n'y en a peut-être pas, je ne sais pas encore le dire, et s'il y en avait un, évidemment, nous agirions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Madame de la Gontrie ? Non ? Non, nous allons lever la séance et donner 1 heure. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Et je lève la séance. Nous nous retrouverons donc demain à 9h. Merci, bonne journée.